Il fut un temps où certains des plus grands constructeurs automobiles du monde ne tenaient qu'à un fil. Les ventes s'effondraient, les réputations sombraient et la faillite semblait à deux doigts. Et si je vous disais que, dans plus d'un cas, une seule voiture, un seul modèle, a complètement renversé la situation? Est-ce qu'un design, un pari, peut vraiment sauver toute une entreprise? La preuve que même les constructeurs d'aujourd'hui, qui sont en sérieuse difficulté, ne sont qu'à une voiture du retour au succès. Des muscle cars qui ont redéfini le cool au SUV, qui ont réécrit les voyages en famille, voici 10 moments légendaires où une seule voiture a sorti toute une marque du gouffre. Commençons par une voiture qui a littéralement aidé à reconstruire un pays. Et oui, la légendaire Volkswagen Coccinelle. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était en morceaux. L'économie s'était effondrée, les usines étaient détruites et personne ne savait à quoi ressemblerait l'avenir. Parmi les décombres se trouvait l'usine Volkswagen de Wolfsburg, gravement endommagée, presque abandonnée. Mais c'est là qu'arrive ce rebondissement dans l'histoire. Le major de l'armée britannique, Ivan Hirst, a vu quelque chose dans cette petite coccinelle. Il croyait que cette voiture, à l'allure bizarre, pourrait déclencher quelque chose de plus grand. Alors, avec l'aide des Alliés, il a relancé la production vers 1946. Au début, ces coccinelles n'étaient même pas destinées aux civils. Ils étaient principalement construites pour l'armée britannique. Mais ces premiers lots ont créé des emplois, relancé les chaînes de production et donné aux ouvriers locaux quelque chose autour de quoi se rassembler. Alors que la production civile reprenait, la coccinelle est devenue un symbole du retour de l'Allemagne. C'était l'espoir sur roue. On voyait des familles la conduire à travers des villes qui revenaient lentement à la vie. Elle a contribué à lancer ce que les gens appelaient le Wirtschaftswunder, ou miracle économique. Sous le capot, c'était basique mais génial. Moteur boxer 4 cylindres monté à l'arrière, refroidi par air, propulsion arrière, 2 portes, suspension indépendante avec barre de torsion. Tout conçu pour être robuste, simple et fiable. Même le rangement était intelligemment pensé, avec un espace bagages sous le capot avant et derrière les sièges arrière. Le moteur et les pièces étaient fabriqués en alliage léger, donc non seulement elle consommait peu, mais elle était super facile à réparer et entretenir. En 1972, la coccinelle avait dépassé la Ford Model T pour devenir la voiture la plus vendue de l'histoire. Et quand la production s'est arrêtée en 2003, plus de 21 millions de coccinelles avaient été vendues dans le monde. Ce n'était pas seulement la voiture du retour de l'Allemagne, c'était devenu la voiture du monde. Alors, qu'est-ce qui en a fait un succès mondial? Eh bien, elle était abordable, durable et pouvait affronter les routes difficiles sans se plaindre. Les exportations ont apporté les devises étrangères dont on avait cruellement besoin. Et soudain, la coccinelle n'était pas seulement la voiture de l'Allemagne, c'était celle du monde entier. Et franchement, ce n'était pas juste une question de transport. Cette voiture portait le poids de la reconstruction d'une nation. Maintenant, sautons en 1959, changeons de vitesse pour une autre légende, la Mini Cooper. Voyez-vous, en 1956, la crise de Suez a secoué l'Europe. Les prix de l'essence ont flambé, et soudain, ces grosses voitures gourmandes n'avaient plus aucun sens. C'est là qu'arrive la British Motor Corporation, ou BMC. Ils avaient besoin de quelque chose de petit, d'efficace et d'assez malin pour faire face au déferlement de mini-voitures européennes. C'est là qu'est née la Mini. Et bon sang, quel game changer! Le succès de la Mini en sport automobile était légendaire. Elle a remporté le rallye de Monte-Carlo en 1964, 1965 et 1967, battant des voitures bien plus grosses et rapides. En 2000, plus de 5,3 millions d'unités avaient été vendues et elle était officiellement devenue la plus grande icône automobile britannique. Voyez-vous, le génie de la Mini était dans sa conception. Elle paraissait minuscule de l'extérieur, mais à l'intérieur, de la magie. Les ingénieurs ont monté le moteur en travers et lui ont donné une traction avant, ce qui a libéré beaucoup plus d'espace habitacle. Donc, même si elle ne faisait qu'environ 3 mètres de long, elle pouvait quand même accueillir confortablement 4 adultes. Et avec cette suspension à cône de caoutchouc et sa construction légère, elle était agile et amusante à conduire, presque comme un kart pour la route. Côté spec, elle avait un moteur 4 cylindres en ligne monté à l'avant, une boîte manuelle à 4 rapports et ne pesait qu'environ 590 kg. Elle était super économe en carburant aussi, un énorme avantage quand l'essence était rare et chère. La Mini n'était pas juste une petite voiture, c'était une voiture intelligente, parfaitement adaptée à son époque. Et voici le truc. La Mini n'est pas seulement devenue un hit en Grande-Bretagne, elle a cartonné dans le monde entier.
Elle était vendue dans presque 100 pays dès le départ, et ce succès international a apporté l'argent frais dont on avait cruellement besoin et a donné à BMC le coup de pouce dont elle avait désespérément besoin. Cette petite voiture, née d'une crise, a fini par sauver l'entreprise et réécrire les règles de la conception des petites voitures. La Mini est devenue une icône culturelle, surtout quand les versions Cooper préparées pour les performances ont commencé à faire parler d'elle en sport automobile. Mais même le modèle de base avait du cœur. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement pour sa conduite, mais pour ce qu'elle représentait, une petite voiture qui a fait de grandes choses. Mais s'il n'y a jamais eu une voiture qui a vraiment mis BMW sur la carte mondiale, c'est la BMW 2002. À la fin des années 60, BMW n'était pas le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Elle était en difficulté, financièrement fragile, avec une gamme qui manquait d'identité forte. Puis, presque par heureux hasard, quelques ingénieurs BMW ont décidé de fourrer le nouveau moteur M10 de 2 litres dans leur plus petit modèle, 1602. Et boum, c'est comme ça qu'est née la 2002 en 1968. Cette petite berline 2 portes avait du punch. Elle n'était pas tape à l'œil, mais elle était rapide, légère et se comportait comme un rêve. Elle offrait aux acheteurs, surtout aux Américains, une alternative dont ils avaient cruellement besoin à ces énormes berlines assoiffées d'essence ou aux importations capricieuses. La 2002 était précise dans les virages, réactive à l'accélérateur et vous donnait cette expérience grisante de voiture de pilote sans vous ruiner. Et les specs, vous aviez un moteur 4 cylindres en ligne de 2 litres développant environ 100 chevaux dans la version de base. Et ça ne faisait que s'améliorer avec les versions TII et Turbo. La Turbo haut de gamme sortait 168 chevaux. Plutôt fou pour une compacte du début des années 70. On parle de propulsion jambes McPherson à l'avant, suspension arrière indépendante et une boîte manuelle qui vous faisait vraiment vous sentir connecté à la voiture. La 2002 n'a pas seulement sauvé BMW, elle a créé le modèle de la berline sportive moderne. Son succès culte aux États-Unis a aidé BMW à percer le marché américain, préparant le terrain pour la future série 3. Cette voiture était le début de l'image de marque Le plaisir de conduire. Mais ce n'était pas juste une question de chiffres bruts. La 2002 avait une qualité de construction solide, une visibilité claire et un coffre assez grand pour vos bagages de week-end. C'était le mélange parfait entre plaisir et fonctionnalité. BMW a fini par en vendre près de 400 000, ce qui a sorti la marque du gouffre financier et donné le ton pour tout ce qui a suivi, comme l'iconique série 3. Maintenant, changeons de vitesse pour Porsche dans les années 90. L'entreprise était dans le pétrin, grave. Les ventes chutaient, les modèles étaient dépassés et chaque voiture qu'ils construisaient leur faisait perdre de l'argent. Mais alors est arrivé le game changer en 1996, la Porsche Boxster. Ce n'était pas juste un autre modèle, c'était la première voiture entièrement nouvelle de Porsche en presque 20 ans. Et elle débarquait fort. La Boxster était tout ce qu'une Porsche devait être, mais moins chère. Elle avait l'âme d'une voiture de sport avec un moteur central qui offrait un équilibre quasi parfait. Cette configuration lui donnait ce type de tenue de route précise qui faisait sourire les conducteurs d'une oreille à l'autre. Et avec un style inspiré de la légendaire 550 Spider, elle ressemblait à une vraie Porsche, juste plus accessible. Dans les coulisses, la Boxster partageait de nombreuses pièces avec la Porsche 911 génération 996, réduisant les coûts de développement et de production pour les deux modèles. Ce partage de plateforme astucieux a aidé Porsche à survivre et évoluer sans compromettre les performances. Sous le capot, la Boxster originale était équipée d'un flat 6 de 2,5 litres qui développait un peu plus de 200 chevaux. Les modèles ultérieurs comme la Boxster S ont porté ça à 3,2 litres et 250 chevaux. Ce n'était pas la Porsche la plus rapide de tous les temps, mais bon sang, elle était amusante. 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes pour la version S. Propulsion vraie boîte manuelle, que demander de plus dans un roadster? Elle était bien équipée aussi. Toit électrique, double airbag, clim, habitacle gainé de cuir et des options comme les sièges chauffants et des jantes flashy. Et tout ça à un prix bien plus raisonnable qu'une 911. Ça voulait dire que plein de gens pouvaient enfin dire « Ouais, je conduis une Porsche ». Et ça a marché. La Boxster s'est vendue comme des petits pains. Elle a redonné vie aux finances de Porsche et donné à la marque la confiance pour aller de l'avant avec des nouveaux projets, comme le SUV Cayenne qui allait finalement devenir leur véhicule le plus vendu. Sans la Boxster, Porsche aurait pu n'être qu'une note de bas de page dans l'histoire des voitures de sport. Au lieu de ça, elle continue de rugir sur les routes. Maintenant, à la fin des années 90, Bentley était un peu dans l'ornière. Prestigieuse, oui, mais aussi vue comme une relique d'une époque plus lente, plus aristocratique.
Puis Volkswagen a débarqué, rachetant la marque en 1998. Beaucoup de puristes ont froncé les sourcils. Un constructeur allemand pouvait-il protéger l'âme britannique de Bentley ? Cette réponse a rugi à la vie en 2003 avec la Bentley Continental GT. Ce n'était pas juste une autre limousine de luxe construite à la main pour les lords ou les gagnants du loto. La Continental GT était une GT élégante, conçue pour l'autoroute et l'allée du manoir. C'était la première Bentley construite avec la production de masse à l'esprit. Mais ne vous y trompez pas, ça ne voulait pas dire faire des économies. La GT était toujours une brute gainée de cuir garnie de bois, avec un cœur W12 et une adhérence intégrale. Ce moteur W12 de 6 litres biturbo était une merveille d'ingénierie. Il propulsait cette machine de près de 2 tonnes de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes. Vitesse de pointe, environ 320 km/h. Et elle faisait tout ça pendant que vous sirotiez votre espresso et ajustiez la climatisation dans un habitacle luxueux orné d'une horloge Breitling et de plaquages de bois poli comme un miroir. Soudain, Bentley n'était plus seulement pour l'élite de l'ancien argent, elle était devenue une icône mondiale. Les ventes ont doublé. Le succès de la GT a mené à la Flying Spur, la GTC Cabriolet et une gamme qui a remis Bentley sous les projecteurs. La GT ne s'est pas seulement bien vendue, elle a ouvert de nouveaux marchés de luxe en Chine et au Moyen-Orient et a attiré une clientèle plus jeune, axée sur les performances, vers Bentley. C'était la première Bentley conçue pour la production en volume et elle a doublé les ventes mondiales de la marque presque du jour au lendemain. Plus que sauver Bentley, la Continental GT a réinventé la grande toureur. Elle a prouvé qu'on pouvait avoir des performances tonitruantes enveloppées dans la soie et l'emmener quand même sur circuit ou au restaurant. Une vraie expression de gentleman qui rugissait comme un lion. Mais de l'autre côté des Alpes en Italie, une autre marque légendaire faisait face à un type de crise différent. Au début des années 2000, Lamborghini était de nouveau dans le pétrin. Les supercars V12 sauvages et à faible volume comme la Diablo étaient à couper le souffle, mais pas viables. Audi, sous le groupe Volkswagen, est intervenu avec un plan, non seulement pour sauver Lambo, mais pour la faire prospérer. Puis est arrivée la Lamborghini Gallardo, lancée en 2003. Et c'était une révolution. La Gallardo n'était pas construite pour rester sur un piédestal. Elle était faite pour être conduite fort. Propulsée par un V10 hurlant, avec jusqu'à 570 chevaux selon la variante, ce truc pouvait atteindre 100 km/h en seulement 3,4 secondes et continuer à grimper jusqu'à 325 km/h. Elle avait la transmission intégrale dans la plupart des versions, une boîte manuelle à 6 rapports, ou le tristement célèbre système à palette e-gear, et un châssis qui faisait se sentir comme des pros, même les conducteurs amateurs. Mais voici la vraie magie, elle était utilisable. Vous n'aviez pas besoin d'un circuit pour en profiter. Vous pouviez la conduire à l'épicerie, attaquer des collines et rentrer à la maison sans griller l'embrayage. Cet équilibre entre conduite quotidienne et performance enragée était exactement ce dont Lamborghini avait besoin. Et ça a marché. La Gallardo est devenue la première supercar conduisible au quotidien de Lamborghini. Et ça a marché. Plus de 14 000 unités ont été vendues, en faisant de Lambo la plus vendue de son époque. Son succès a financé la Huracan, les cousines folles de l'Aventador et tout ce qui a suivi. La Gallardo n'a pas seulement sauvé Lamborghini, elle lui a donné un manuel pour la domination moderne des supercars. Elle était audacieuse, brutale et magnifiquement conçue. Et pour beaucoup, c'était leur premier goût de ce que ça voulait dire dompter un taureau et vivre pour en sourire. Puis est arrivé Porsche et en 2002, ils ont fait l'impensable. La marque, longtemps vénérée pour des voitures de sport comme la 911, a sorti un SUV de luxe. Les fans purs et durs ont crié au sacrilège. Un SUV avec un badge Porsche? C'était comme regarder un groupe de rock se vendre à la pop radio. Mais la vérité, ça a sauvé l'entreprise. Le Porsche Cayenne était un coup de maître. Construit en collaboration avec Volkswagen, le Cayenne a fusionné l'ADN de Porsche avec la praticité SUV. Il était rapide, point. Le Cayenne Turbo haut de gamme arrivait avec un V8 de 4,5 litres biturbo de 444 chevaux et 620 Nm de couple, le propulsant de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Pour le contexte, c'était plus rapide que beaucoup de voitures de sport de l'époque. Et ce n'était pas un coup d'un soir.
Avec le Porsche Traction Management et la suspension pneumatique adaptative, il pouvait grimper, virer et rouler avec le type de précision qu'on attendait d'une marque au sang de course. Il y avait aussi un modèle de base VR6, plus accessible, plus pratique, et un Cayenne S grondant avec un V8 atmosphérique. À l'intérieur, vous aviez du cuir, la climatisation Bizone, un infotainment de pointe et des systèmes audio premium. Il était confortable, capable et étonnamment agile. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le Cayenne est devenu le générateur de profit numéro 1 de Porsche. Son énorme succès a financé la recherche et développement pour de futurs modèles phares comme la 918 Spider et même les 911 mises à jour. Sans lui, la marque Porsche aurait pu s'effacer dans l'insignifiance. Sautons à 2020 et Aston Martin s'est retrouvé à un carrefour. Pour eux, cette année n'était pas seulement le début d'une nouvelle décennie, c'était le début d'une stratégie de survie. Après des décennies de montagnes russes financières, la marque britannique a finalement fait son move dans l'arène des SUV avec l'Aston Martin DBX. Certains y ont vu l'offre désespérée d'Aston pour rester pertinente. D'autres y ont vu quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, le DBX a fait tourner les têtes dès qu'il a débarqué sur la scène. Construit de zéro, le DBX était plus qu'un transporteur de luxe. C'était un vrai Aston. Sous le capot, un V8 biturbo de 4 litres sortait 542 chevaux et 700 Nm de couple. C'est assez pour emmener ce SUV de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes, en route vers une vitesse de pointe de près de 290 km/h. Mais la vitesse n'était pas la seule histoire. La DBX avait de la présence, des lignes élégantes et musclées, un habitacle somptueux pour 5 et le type de détails artisanaux qui le faisait ressembler à un yacht de luxe sur roue. Suspension adaptative, toit panoramique et infotainment de pointe le rendaient aussi confortable sur un long voyage que grisant dans les virages serrés. Et ça a marché. En 2022, le DBX représentait la moitié des ventes d'Aston Martin, aidant à pousser la marque vers une hausse de revenus de 26%. Il a ouvert la porte à de nouveaux acheteurs, de nouveaux marchés et un futur plus stable. La DBX était le premier véhicule jamais produit dans la toute nouvelle usine d'Aston à Saint-Athan, au Pays de Galles, apportant plus de 750 emplois à la région. En 2022, il représentait la moitié des ventes mondiales d'Aston Martin. Pour Aston Martin, le DBX n'était pas juste un SUV, c'était une bouée de sauvetage enveloppée dans le cuir et l'aluminium, prouvant que la marque pouvait évoluer sans perdre son âme. Imaginez la scène automobile européenne d'après-guerre, carrée, basique et mécanique. Puis arrive l'ADS, glissant au salon de l'auto de Paris comme un vaisseau spatial. Élégante, surbaissée, avec des lignes fluides dessinées par Flaminio Bertoni et une technologie rêvée par l'ingénieur André Lefebvre. Elle était différente de tout ce qui avait jamais roulé sur 4 roues. Les gens ne l'admiraient pas seulement, ils ont passé 12 000 commandes le premier jour. La DS avait une suspension hydropneumatique auto-nivelante, une première mondiale qui permettait à la voiture de monter, descendre ou rester parfaitement de niveau, peu importe la charge ou la route. Les bosses disparaissaient, les virages devenaient poétiques. Combinez ça avec la traction avant, des freins à disque, les premiers sur une voiture grand public et une carrosserie aérodynamique, et vous aviez un véhicule qui redéfinissait le confort de conduite et la sécurité. La légende célèbre dit qu'elle a sauvé la vie du président Charles de Gaulle quand des assassins ont ouvert le feu sur son cortège. Sa DS, même avec les pneus crevés par balle, est restée assez contrôlable pour s'échapper. Elle a été produite pendant 20 ans, pendant près de 1,5 million d'unités, mais la DS n'était pas seulement un succès commercial, elle est devenue un symbole de l'élégance technologique française. De ses phares directionnels introduits en 1967 aux lignes fluides qui en font encore tourner les têtes aujourd'hui, la DS a cimenté le statut de Citroën comme innovateur. Mais voici le hic, Citroën ne l'a jamais vraiment dépassé. La DS était un tel bond en avant, un produit si définissant, qu'il s'est avéré presque impossible de faire mieux. Sautons à 1972. Le marché japonais, en plein boom des kei cars, ralentissait. Et Honda, une entreprise mieux connue pour ses motos, avait besoin d'un miracle sur 4 roues. Ce miracle est arrivé sous la forme de la Honda Civic. Petite, légère et astucieusement conçue, la Civic est arrivée juste au moment où la crise pétrolière de 1973 secouait le monde. Soudain, les géantes à essence étaient out et les compacts efficaces étaient in. Et la Civic, elle était parfaitement synchronisée. Son moteur de 1,2 litre monté en travers, couplé à la traction avant, lui donnait une excellente économie de carburant et un espace intérieur, malgré son empattement compact. Les villes l'adoraient, la banlieue l'a adopté.
Et en Amérique du Nord, où les normes d'émission se durcissaient, le moteur CVCC, propre à la Civic, en faisait une des rares voitures à respecter les réglementations sans pot catalytique. Plus que ça, la Civic était fiable. Pas de drame, pas de fioritures, juste une voiture qui marchait. L'entretien n'était pas cher, les réparations étaient rares. Et la confiance, elle l'a construite aussi. À la fin des années 70, la Civic n'était pas juste une voiture, c'était un mouvement. Cette petite haillon a catapulté Honda sur la scène mondiale, préparant le terrain pour l'Accord, le CR-V et des décennies de domination dans les segments compacts et intermédiaires. Au fil du temps, elle a grandi, ajoutant des berlines, des coupés, des variantes performance type R et des options hybrides, mais son âme est restée inchangée. Efficacité, fiabilité et valeur. En 2024, 28 millions de Civic ont été vendus. Des débuts humbles à la légende mondiale. La Civic n'a pas seulement sauvé Honda, elle a fait Honda. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avons-nous raté une voiture qui, selon vous, a sauvé sa marque? Laquelle de cette liste est votre préférée? Lâchez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus d'histoires de la route.